Alain Orsoni, figure du nationalisme corse, a été tué hier à l'âge de 71 ans, aux obsèques de sa mère dans son village natal de Vero. Les faits se sont produits autour de 16h30, à une trentaine de kilomètres d'Ajaccio. Il est décédé sur place d'une balle unique, un tir à longue distance, a indiqué le procureur de la République d'Ajaccio. Alain Orsoni a été touché en plein cœur d'une balle, sans doute donc tirée à plusieurs centaines de mètres. Frédéric Michel est avec nous, il est le correspondant d'Europe 1 présent en Corse. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Est-ce que nous avons d'abord des informations précises, plus précises que celles que je viens de donner? Est-ce que l'enquête est en cours? Est-ce qu'il y a des premiers éléments que vous avez pu récupérer? Alors l'enquête est en cours et la première information que je peux vous donner, elle vient de tomber. L'autopsie d'Alain Orsoni est programmée ce mercredi, c'est-à-dire demain. Il y aura une autopsie, mais comme vous l'avez dit, c'est un tir unique, un tir de longue distance, 150 mètres. Justement, toute la journée, les policiers ont travaillé sur le terrain pour essayer d'identifier l'endroit où a pu être embusqué le tireur et par où il est arrivé et parti. Donc voilà pour l'enquête, autopsie programmée ce mercredi d'Alain Orsoni. Peu de choses ont filtré, si ce n'est qu'on sait que c'est évidemment un fusil avisé qui a permis ce crime. Vous le savez, Alain Orsoni était un personnage sur l'île. Tout le monde le connaît ici en Corse. Et peu nombreuses sont les personnes qui ont accepté de parler à nos micros et encore moins face caméra. Vous savez, et vous connaissez bien la Corse, c'est une toute petite île. Tout le monde se connaît ou presque. On reste prudent dans son expression. Certains parlent d'omerta. C'est en partie vrai. En tout cas, dans cette affaire, ce qui a choqué, c'est le lieu du crime, un cimetière, durant des obsèques, les obsèques de la propre mère de la victime, Alain Orsoni, et ça c'est du jamais vu en Corse, du moins dans notre ère contemporaine. Alain Orsoni qui se savait menacé. Et Joe Peraldi a raconté à l'AFP, c'était un des proches de Alain Orsoni, il a dit j'étais avec lui le matin pendant 1 heure, il n'avait pas l'air inquiet du tout, il avait fait ses courses en ville sans gilet pare-balles, alors qu'il avait régulièrement un gilet pare-balles. Je n'ai jamais vu en Corse, quelle que soit la raison, un assassinat lors d'obsèques. Là on a franchi ce qu'il y a de plus sacré, on jette le corps du fils sur le cercueil de sa mère, c'est innommable, a estimé Joe Peraldi, et c'est vrai que ce que vous disiez, c'est du jamais vu en Corse. Alors, je sais votre prudence, Frédéric, et il est difficile, bien sûr, de parler d'un sujet comme celui-là, avec si peu d'informations, mais est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on devine pour quelle raison il a été assassiné et quel clan l'a assassiné ? C'est tout le travail du PNACO, d'ailleurs c'est sa première enquête, ce fameux parquet national anticriminalité qui vient d'être créé et qui a été saisi de l'affaire avec la JIRS de Marseille. C'est une juridiction spécialisée. Savoir qui se cache derrière ce crime. Alors bon, il suffit un peu d'étudier, c'est le travail des policiers, la personnalité, je vous le disais, c'est une ancienne figure du nationalisme corse, présenté aussi comme un chef de clan à la frontière de la Wayucratie, qui s'était reconverti dans les affaires. Son fils lui-même, Guy Orsoni, est incarcéré. Guy Orsoni est lié au grand banditisme. D'ailleurs, il porte le nom de son oncle, le frère d'Alain Orsoni, qui lui a été exécuté, il avait été enlevé, exécuté en 1983. On n'a jamais retrouvé son corps et tué. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, parce que c'est quand même un fait divers très très marquant. Un commando pour venger la mort de Guy Orsoni. Un commando avait pénétré dans la prison d'Ajaccio, était rentré et avait exécuté les deux tireurs, les 2 personnes en tout cas qui avaient participé à ce crime. C'est incroyable. Et Alain Orsoni n'avait pas été inquiété. Exactement. Alain Orsoni n'avait pas été inquiété. Il ne faisait pas partie du commando. Ils étaient 3 dans le commando. Alors voilà, on va rechercher autour sans doute de différentes sphères, nationalistes sans doute pas, mais évidemment on pense au grand banditisme. Monsieur Peraldi l'a très très bien dit. D'ailleurs, ces dernières années, Alain Orsoni vivait au Nicaragua, même s'il revenait régulièrement. Je vous rappelle que jusqu'en septembre, il était président, et vous le connaissez, ce club de l'ACA, le club de football d'Ajaccio. Il l'a quitté en septembre, mais il venait en Corse, mais sous haute protection, avec en effet un gilet pare-balles. Et hier, lors des obsèques de sa mère, il ne portait pas ce gilet pare-balles. Alors,
pour les enquêteurs, ce qui est intéressant, c'est quand même ce tir à longue portée. C'est pas n'importe qui qui peut réaliser ce tir. Il y a une balle, une seule balle. Personne d'autre n'est touché. Elle est en plein cœur. Elle traverse. C'est-à-dire que vraiment le tir était fait pour tuer. C'est un tir d'une très grande précision et c'est pas une petite bande qui peut le réaliser. On peut imaginer aussi qu'il y a peut-être aujourd'hui une envie de reprise ou de montrer ses muscles, ses dents en Corse de la part de certains groupes et qui ont peut-être voulu faire un exemple en disant vous voyez ce qu'on est capable de faire, mais bon, c'est pas des amateurs. Je vais vous remercier Frédéric Michel. J'avais demandé à Pascal-Pierre Garbarini, que les auditeurs et les téléspectateurs de CNews et d'Europe 1 connaissent, de venir pour nous parler de ce sujet. D'abord parce qu'il est ajaxien, ensuite parce qu'il est avocat et qu'il connaît particulièrement bien ces sujets-là. Il se trouve que Pascal-Pierre a défendu certains qui se sont opposés parfois à Alain Orsoni et même qui avaient tenté, sinon à sa vie, du moins qui avaient été mêlés de près ou de loin à des affaires. Donc par définition, sa parole n'était pas libre et Pascal-Pierre Garbarini ne pouvait pas s'exprimer sur ce sujet. Souvenez-vous de l'assassinat de l'avocat Solacaro. Exactement, qui est une affaire très, très, très importante en Corse. Et ce qui est intéressant dans le mode opératoire, c'est lorsque on va tuer quelqu'un dans son village, c'est le signal qu'on envoie pour dire vous ne serez en sécurité nulle part. Parce que le Véro, c'est le village de Alain Orsoni. C'était dans le cimetière, on le sait, dans des conditions si particulières. Et il se méfiait si peu, lui qui devait se méfier de manière constante, qu'il n'avait pas de gilet pare-balles. C'est vous dire qu'il se pensait, qu'il se croyait précisément à l'abri. Et il y a sûrement dans cet assassinat beaucoup de psychologie. C'est-à-dire que celui qui l'a tué savait sans doute qu'il n'avait pas de gilet pare-balles parce que précisément il se sentait à l'abri. Je fais un montage et surtout possible. Parce qu'il était dans le cimetière en train d'enterrer sa mère. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on a franchi quelque chose, il y a de la psychologie là-dedans. C'est vrai que, comme tout à chacun, j'aime bien les histoires policières et comme tout à chacun, on a lu des polars policiers, mais c'est presque un assassinat psychologique, parce qu'il devine que cet homme-là ne portera pas ce jour-là. Où est le fameux code d'honneur dans ces régions-là quand on assassine au moment de l'enterrement de sa mère? Je trouve ça abominable, quoi. C'est vraiment un crime. Écoutez, on va pas entrer là-dedans parce que j'en ai parlé ce matin. C'est une Frédéric. Je ne sais pas si Frédéric vous êtes né en Corse, si vous êtes en Corse depuis de nombreuses années. Non, je connais la Corse depuis une trentaine d'années. J'ai cette chance de venir régulièrement. Et puis je voulais juste préciser qu'Alain Orsoni avait échappé à une tentative d'assassinat. C'était en 2008, en plein dans la période, maître, vous l'évoquiez, notamment de quelques années après de l'assassinat de maître Solacaro. Il y a plusieurs grandes personnalités de l'île. Je pense aussi au président de la CCI de Corse du Sud, Monsieur Nasser, qui avait été exécuté et lui-même donc avait failli donc déjà mourir en 2008 et son fils a été blessé en 2018, pris dans une embuscade. Et là, on sait que ce sont des clans différents et notamment on parlait de cette fameuse membre du Petit Bar qui a été jugée d'ailleurs pour le meurtre, l'assassinat de maître Solacaro. Alors c'est vrai que la Corse, c'est une société qui est en partie traditionnelle, demeurée traditionnelle, et à ce titre, j'ai envie de dire qu'elle, par contraste avec la nôtre, elle peut attirer la sympathie. Mais il y a ce revers, effectivement, de la médaille d'une communauté, parfois, j'allais dire primitive, je le dis évidemment entre guillemets, mais fondée sur les liens du sang, divisée en clans, et où règne une forme d'omerta. Et pour ceux qui sont de l'extérieur, ils ont du mal à comprendre cette société. Je citais ce matin Guazzelli. Il se trouve que Guazzelli, je le connais, puisqu'il est passé au FC Nantes, figurez-vous. Le fils Guazzelli, il a été footballeur un temps dans 2008, 2009 ou 2010. Bien aujourd'hui, ce jeune homme, qui n'est plus un jeune homme d'ailleurs, est en prison. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu venger son père. Et son père, Guazzelli, avait été tué par je ne sais qui, et le fils a voulu le venger. Et ce jeune homme, qui doit avoir une petite trentaine d'années aujourd'hui, est en prison, Frédéric Michel, pour je crois 30 ans. Donc, avec son frère.
C'est la vendetta et c'est un cycle infernal en effet. Hein. C'est les Guazzelli, les Mariani et on meurt de père en fils où on est en prison. Et donc c'est tout à fait sidérant. Donc de l'extérieur, moi souvent j'ai pensé à Madame Guazzelli, la mère de ce jeune homme qui doit être aujourd'hui terrifiée, qui a perdu son mari et qui a vu son fils venger son mari. Donc tout ça nous paraît absolument invraisemblable. Et c'est effectivement une culture ancienne. Alors on parle, je ne sais pas si le mot culture est adapté, de mœurs, chacun le prendra ou le dira comme il veut, mais la vendetta, c'est une vendetta, j'ai envie de dire, sans fin, qui est une sorte de mode privilégié de cette société. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Michel. Je lisais, merci, je fais juste Pascal. Une petite remarque, il n'y a pas d'ironie là-dedans, mais je regardais Corse ce matin par définition. C'est vrai qu'il y a assez peu d'informations parce que Pascal, je suis pas d'accord. On en a parlé. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, faut lire l'édito du directeur de la rédaction de Corse Matin, qui est un édito qui est vraiment très engagé et très courageux. Et il y a un certain nombre d'informations, vous savez, qu'on ne peut pas donner immédiatement. Et je peux vous le dire pour avoir discuté avec certains de mes confrères, ils avaient les informations, mais on les retient aussi quelquefois. On peut pas tout donner. Le prix de nos renoncements, c'est l'édito d'Henri Mariani ce matin. Dans Corse Matin, et il explique ce que nous tolérons, ce que nous excusons à demi-mot, ce que nous expliquons pour mieux l'aborder, finit par dessiner le contour de ce que nous sommes prêts à accepter. Mais pourquoi on ne pourrait pas donner toutes les infos ? Mais par peur c'est des détails de la procédure judiciaire, donc on ne sait pas, est-ce que c'est à 200 mètres, 300 mètres, est-ce que c'est telle ogive, telle... Ils ont ces informations, on attend les confirmations. Ce n'est pas par peur, c'est ma question. Mais ce n'est pas par peur. Moi, ce qui me frappe, moi je connais très peu la Corse, évidemment très peu, je la connais à travers quelques amis, et puis quelques séjours, mais des séjours de vacanciers. Ce qui est tout à fait sidérant, c'est que tout le monde se connaît. C'est ça qui est sidérant. C'est-à-dire que chaque famille se connaît, chaque nom, et il n'y a pas, à chaque fois que vous dites le nom de quelqu'un en Corse, il le connaît.